Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Dans le panorama des vaccins qui vont sortir, qui sont en cours d'évaluation, en tout cas il y en a au moins 2 qui sont en phase 3, qui sont un vaccin ARN et un vaccin ADN. Il n'y a pas de vaccin de ce type qui existe pour l'instant. Donc c'est vraiment très innovant en termes de vaccination. Il y a de nombreux essais qui tournent avec des vaccins à la fois chez les animaux et chez l'homme avec ce type de vaccination. Il s'agit simplement de faire une production d'un ARN ou d'un ADN, de l'injecter quasiment comme un ARN ou un ADN nu, qui est ensuite capté par les cellules de l'immunité. Ces cellules de l'immunité vont traduire ces ARN pour fabriquer des protéines, et ces protéines, comme elles sont exactement celles du virus, on va développer une réponse immunitaire qu'on aura par les protéines qu'on aura produites nous-mêmes. Donc ça permet d'avoir une fidélité sur la protéine et d'être sûr d'être immunisé bien comme il faut. Il y a probablement un certain nombre d'aspects réglementaires qu'il va falloir passer vis-à-vis de ces vaccins, qui seront un peu plus difficiles que les aspects réglementaires sur les vaccins classiques, inactivés ou atténués, de façon à montrer la tolérance. Et je pense qu'un certain nombre d'autorités régulatrices vont avoir un niveau d'exigence très important pour permettre de démontrer qu'il n'y a pas d'effets secondaires à court et à moyen terme. Et ça, c'est vraiment le vrai défi par rapport à ces vaccins innovants, entre guillemets, l'absence de panorama préexistant avec ces virus, avec ces vaccins, fait qu'on va se poser un certain nombre de questions très légitimes vis-à-vis de la sécurité de ces vaccins, et que c'est potentiellement un frein. Mais si en parallèle on a des vaccins qui montrent des performances en termes de protection qui sont supérieures que les stratégies classiques, à un moment donné, il faudra probablement faire peser la balance bénéfice-risque, comme d'habitude pour tous les vaccins. Ce que tout le monde souhaite avec ces vaccins contre le coronavirus, c'est qu'on ait une immunité parfaite. C'est-à-dire que les vaccinés ne sont plus à risque de faire une infection. Il est peu probable que ce soit ça qu'on ait comme vaccin. De l'expérience que l'on a par rapport à la vaccination et l'immunité vis-à-vis des virus respiratoires, et en particulier des coronavirus, on sait que l'immunité post-infectieuse que l'on a avec une infection à coronavirus, quelle qu'elle soit, est une immunité de courte durée et qui n'empêche pas la réinfection. Donc on voit qu'il va falloir, pour que ce vaccin soit immunisant à 100%, qu'il soit capable d'induire une réponse immunitaire meilleure que ce qu'on fait lors d'une infection. Donc il faut faire mieux que la nature. On n'y arrive pas toujours. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on attend de ce vaccin. Parce que ce vaccin, il va avoir potentiellement plusieurs réponses. Certains imaginent qu'on puisse avoir un vaccin stérilisant. Ce que j'appelle le vaccin stérilisant, c'est vraiment le vaccin qui fait qu'une fois que vous êtes immunisé, il n'y a aucun risque que vous fassiez l'infection. C'est le tétanos. Quand on est vacciné contre le tétanos, on ne fait jamais le tétanos. L'efficacité vaccinale est proche de 100%. Ça, c'est ce que j'appelle le vaccin stérilisant. Malheureusement, dans la plupart des vaccinations que l'on utilise contre les virus respiratoires, on n'arrive pas à avoir ce type de vaccin. Ça ne marche pas. Ça marche beaucoup plus comme un vaccin réducteur de l'intensité de la maladie et éventuellement participant au frein de la diffusion. Donc, ce qu'il va falloir qu'on sache, c'est que quand on va avoir des vaccins qui vont être jugés comme efficaces, parce que immunisants, on va pouvoir détecter des anticorps protecteurs dans le tube à essai, et avec des essais d'efficacité vaccinale qui montrent que le nombre de personnes, les personnes qui sont vaccinées font moins de cas d'infection symptomatique, ou moins de formes graves, ou moins d'hospitalisation, ou moins de décès,
Eh bien que quand on va utiliser ces vaccins, on dise, ce vaccin, il ne va pas vous empêcher d'attraper la maladie, mais il va vous empêcher de faire une forme grave. Ou inversement, on sait que ce vaccin va vous empêcher d'attraper la maladie. Ou alors simplement dire, ce vaccin, il ne va pas vous empêcher d'attraper la maladie, vous irez peut-être à l'hôpital, mais vous ne mourrez pas. Voilà, donc il va falloir qu'on soit très clair sur qu'est-ce que ces vaccins sont capables de faire, et il est probable que certains seront peut-être un petit peu plus performants que d'autres. Le vaccin contre la grippe, on sait que son efficacité, elle varie en fonction des saisons, en fonction des années, en fonction des virus, et qu'elle oscille, en gros, en fonction de l'âge aussi, de 75-80% à 15-20%. Hein, et en particulier chez les plus fragiles, qui sont les personnes âgées. Donc il va falloir qu'on ait une idée très claire de ce que le vaccin contre le coronavirus est capable de faire. Et à mon avis, un des seuils qui sera donné, c'est de dire ce vaccin, il faut qu'il fasse au moins aussi bien que le vaccin contre la grippe. Parce que si on considère que le vaccin contre la grippe est aujourd'hui intéressant et efficace, et qu'on a un vaccin contre le coronavirus qui a le même niveau d'efficacité, qu'on dit ça ne va pas, on n'est pas cohérent. Ça veut dire qu'il faudrait aussi arrêter la vaccination contre la grippe parce que ça ne va pas. Donc on a une construction encore à faire par rapport au niveau d'exigence qu'on doit avoir vis-à-vis de ce vaccin. Il faudra qu'on en ait un. Il faudra qu'on se fasse une doctrine par rapport à qu'est-ce qu'on est capable d'accepter comme échec vaccinal, en particulier chez ceux qui ont du mal à donner une réponse immunitaire post-vaccinale, qui sont les personnes âgées et les personnes très âgées, qui sont en plus celles qui sont les plus fragiles vis-à-vis de ce virus. Donc vous voyez, la réflexion autour de cette vaccination, elle peut paraître très simple, on en a un, on le fait. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut vraiment qu'on analyse les données de très près pour qu'on fasse le bon choix et que surtout on n'aille pas raconter des histoires en disant c'est un vaccin qui marche super bien et après, alors qu'on sait que ça n'est pas forcément vrai et qu'après, à l'expérience de l'utilisation du vaccin, les utilisateurs disent ben non, finalement ça ne marche pas, donc je ne le fais pas. Donc voilà, il y a une grande discussion et beaucoup de transparence nécessaire autour de ces prochains vaccins contre le coronavirus.